Bonjour à tous. Voilà, donc notre présentation va être dans la continuité en fait de la présentation de Gérard, mais plutôt pour le traitement en fait des données. Donc, le travail d'Edley était plutôt pour le contrôle, nous c'est plutôt pour le traitement. Et notre présentation en fait sera découpée en gros en deux parties. Je vais commencer pour vous donner un peu l'historique du modèle que l'on a développé. Et c'était effectivement sur le développement donc d'un processeur pour le traitement d'images, donc qui était dans les télés. Donc un peu l'historique qui nous a amené en fait, à cause de ces contraintes, à développer en fait ce modèle qu'on a appelé en fait le N-synchrone. Et dans la deuxième partie, Albert Cohen vous parlera plus en détail donc de comment on utilise ce modèle pour le calcul parallèle efficace et son application à des systèmes de criticité multiples. Donc un peu l'historique. Donc c'est un travail qui a commencé il y a le siècle dernier, même le millénaire dernier. Donc il y a eu beaucoup d'itérations pour arriver un peu à aboutir ça. Donc là vous verrez une présentation construite, mais l'histoire a été avec des retours, des expérimentations, des remises en cause, etc. Donc, quelle était en fait l'origine? Bon, comme l'a dit Gérard, je travaillais donc chez Philips Semiconducteurs et on voulait faire donc un processeur pour la télé numérique haute définition. Donc maintenant, tout le monde a la télévision numérique haute définition, mais là, c'était l'un des premiers. Donc l'une des contraintes, c'était de faire ce processeur qui était capable de faire le décodage de la vidéo numérique, MPEG, une mise à l'échelle des images, parce qu'effectivement, à l'époque, la majorité était encore en définition standard, donc il fallait que le système soit capable de l'étendre pour le mettre sur un système, sur un écran haute résolution, faire des incrustations de graphiques et faire aussi donc, de l'image dans l'image, mettre une petite chaîne, enfin mettre une petite imagette d'une autre chaîne en même temps. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, il fallait que ça soit programmable parce que les standards évoluaient, on voulait avoir une grande flexibilité. Et un autre problème, c'était un problème de coût. C'est-à-dire, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une mémoire d'images, stocker toutes les images en mémoire, et donc, pour des raisons de coût et de taille mémoire, et donc, on était obligé donc, de traiter les images en temps réel. Donc, au fur et à mesure qu'on recevait les flux décodés MPEG, on devait les composer et les mettre à différentes échelles au vol. Donc, le problème, c'est que ces flux, en fait, globalement, avaient la même fréquence, mais leur moment, donc leur phase, pouvait varier. Donc, c'était un problème assez difficile, et on devait driver à l'époque donc un écran cathodique. Bon, maintenant, les jeunes connaissent plus ce que c'est qu'un écran cathodique, mais je vais quand même vous faire une petite introduction. Donc, un écran cathodique, c'est un convertisseur de temps vers espace. Donc, comment ça se passe? C'est simple, c'est un faisceau d'électrons donc, qui met un point lumineux donc, sur un phosphore. Et en fait, comme les électrons sont négatifs, si on met des électrodes positives, le flux d'électrons sera dévié d'un côté. Et donc on peut, en mettant des électrodes dans les deux directions, on peut donc faire varier, donc, avec une base de temps qui est en dents de scie, donc la position. Donc initialement, effectivement, l'électron va vers le haut à gauche, et après, donc, avec la base de temps linéaire, il définit la première ligne, et après, un temps rapide, pouf, il revient, la base de temps verticale est plus lente, et elle fait décaler successivement. Donc vous voyez donc qu'un pixel, à l'endroit de l'image ici, correspond à un temps précis par rapport au commencement du balayage. Donc là, on a vraiment une conversion. Donc on voit un espace à la fin, donc une image bidimensionnelle, mais ce qui correspond en fait à un envoi précis, à un moment précis donc du pixel. Il y avait des problèmes assez caractéristiques. Si les bases de temps ne sont pas dans le bon ordre, vous avez donc des désynchronisations ou des images qui roulent. Et un autre problème, donc on voyait un peu lié à la métastabilité, donc si les horloges variaient un peu, donc avaient un peu de gig, la position en fait, du pixel varie sur l'image, ce qui fait une image tout à fait floue. Donc là, il y avait beaucoup de contraintes en fait, pour être capable d'envoyer les pixels au bon moment. Donc juste pour vous donner un ordre de grandeur sur la précision, donc l'erreur de fréquence, on peut la mesurer en parties par million. Donc par exemple, pour le standard MPEG, c'est 32
parties par million le maximum tolérable. Donc il y a tout un problème de comment est-ce qu'on régénère les horloges, etc., pour suivre ces standards. Donc là, je vous conseille d'aller voir le cours de Gérard Berry du 12 mars qui entre en détail sur ces problèmes. Un autre problème est dû au codage des images numériques, donc en MPEG. Alors comment est-ce que ça se passe? Simplement, donc, on a un flux d'images, et pour être capable de les comprimer, on a différentes méthodes de compression. La première, je dirais, c'est une image, on la code comme des images fixes, comme sur votre appareil photo, en intra, donc uniquement avec ses données propres. Et après, en fait, on génère et on code d'autres images par prédiction à partir de ces images-là. Donc par prédiction, effectivement, on fait des estimations des mouvements dans l'image et on est capable donc de dire celle-là, ça sera par prédiction généralement linéaire, donc d'un endroit à un autre. Donc c'est ce qu'on appelle les images I. Et par exemple, les images intermédiaires, en fait, on les code à partir des images intra et des images prédéfinies. Donc là, c'est un codage, je dirais, bidimensionnel, enfin, donc récursif dans le temps. Donc vous voyez, donc, pour coder cette image-là, il faut à la fois celle-là, et ainsi de suite. Donc on voit comme ça qu'on arrive à coder l'image. Parce qu'en faisant ce codage-là, on permet d'avoir une meilleure compression donc, en jouant sur l'entropie. Donc, si on veut décoder ces images, donc par exemple, pour décoder donc, ces images-là, il faut avant avoir décodé les images intra, qui sont les bases, et ces images bleues, les images EP. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, l'ordre d'émission est différent de l'ordre d'affichage. Donc, par exemple, on commence évidemment par envoyer les images intra, et juste après, ces images prédite. Voilà, donc la 2. Et après, donc, on est capable de reconstruire la 3, la 4, la 5. Après, pouf, on envoie en fait la 6, donc la prédite, et après la 7, la 8, la 9. Alors, donc là, on voit qu'il y a un temps de présentation et un temps de décodage. Donc ça, c'est inclus donc, dans le standard MPEG. Donc il y a une horloge de référence qu'on appelle EPCR et des timestamps de décodage qui disent donc au système quand est-ce qu'il doit décoder les différentes images et un timestamp de présentation qui indique quand les images décodées doivent être envoyées donc vers l'écran. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, donc sur MPEG 2, qui a un standard relativement ancien, la fréquence d'image de base, donc c'était du 27 MHz, et les timestamps sont faits par un compteur donc à 33 bits qui donne en fait une précision de 11 microsecondes et le facteur de répétition est de 26 heures. Bon, à part peut-être Napoléon d'Abel Gance, il y a peu de films qui font tourner en fait ce timestamp au total. Donc à la fin, donc sur le décodage vidéo, voilà ce que l'on avait, donc une image HD de base, une superposition en fait de graphiques et une image d'une autre chaîne remise à l'échelle dans un coin d'écran. Donc ça c'était donc cette architecture où il y avait donc des processeurs et là on va entrer un peu plus dans le détail dans ce coprocesseur qui avait donc plusieurs unités et si on zoome dessus on voit effectivement qu'il y a de nombreuses unités en fait de traitement. Donc il y a plusieurs dizaines d'unités de traitement. Donc la question, vous pouvez me dire pourquoi avoir mis plusieurs dizaines d'unités de traitement et pas une seule qui va très vite. Ben ça c'est lié un peu à la technologie. Et essentiellement au challenge de la consommation qui était déjà présent vers les années 2000 et qui maintenant est vraiment l'un des points clés pour l'informatique, aussi bien pour le système embarqué que pour les systèmes haute performance. Et ça, c'est lié à la technologie. Vous avez tous entendu parler de la loi de Moore, qui en fait donne l'accroissement de la densité des transistors, donc qui double. Bon, au début c'était tous les 18 mois, après c'est tous les 24 mois, mais en fait cette loi se continue, et en fait jusqu'à maintenant, elle est toujours vérifiée, et on pense que dans les quelques années qui viennent, elle va toujours se continuer. Donc ce qui permet en fait d'accroître la densité donc des transistors sur une puce. Mais par contre, depuis les années 2000,
il y a le problème que la loi corollaire, donc qui est la loi de Dennard, ne suit plus. Alors qu'est-ce que disait en fait Dennard sur les technologies avant 2000? Donc si par exemple on double la densité, donc là je prends A égale 2, donc les dimensions sont diminuées d'un facteur 2, avec ces anciennes technologies, la capacitance, donc la capacité diminuée, donc le délai aussi diminue d'une même proportion, ce qui fait donc que le circuit va à fréquence double, puisque la fréquence donc c'est l'inverse du délai. Et un autre point, effectivement, c'est qu'on pouvait aussi diminuer proportionnellement le voltage, donc avoir une densité énergétique qui reste constante. Donc ça, c'était avantageux. Donc c'était l'époque avant 2000. Vous attendiez 2 ans, votre microprocesseur allait à fréquence double. Donc c'était simple, vous recompiliez, tout se passait bien. Mais donc qu'est-ce qui se passe donc depuis 2000? C'est que cette loi n'est plus observée. Ce qui se passe, c'est que le voltage reste à peu près constant et la fréquence, donc le délai, reste relativement constant. Toujours, la loi de Moore est toujours vraie, on continue toujours à augmenter le nombre de transistors par millimètre carré. Ce qui fait que globalement, maintenant, la densité énergétique croît par rapport à la densité d'intégration. Donc on voit bien le gros problème qui est visible sur ces courbes. Donc la première, c'est la loi de Moore, donc l'augmentation du nombre de transistors. Et on voit donc le premier écart, dès 2000, la fréquence ne croît plus avec les nœuds technologiques. Alors comme on veut toujours plus de performance, si on ne peut plus augmenter la fréquence, on multiplie le nombre d'unités, et donc d'où l'apparition en fait des multicœurs et des systèmes avec de plus en plus d'unités de calcul. Donc c'était uniquement une réponse, et le parallélisme était une réponse à ce problème qu'on ne peut plus accroître la fréquence indéfiniment. Et l'autre effet corollaire, c'est qu'on arrive aussi à une saturation de la puissance dissipée en fait, par circuit. Donc maintenant, l'un des points clés, c'est comment être efficace énergétiquement. Alors grossièrement, donc, c'est pour un circuit genre un microprocesseur pour PC ou GPU, c'est de l'ordre d'une centaine ou 200 watts. Pour un système, donc pour une télé, c'est de l'ordre de la dizaine de watts. Et pour les téléphones mobiles, c'est de l'ordre du watt. Voilà. Et donc la consommation, d'où elle vient essentiellement des communications de données. Donc l'un des points importants, et qui est très bien fait donc, sur cette présentation en fait, de NVIDIA, c'est donc par exemple sur un datapass, donc une unité de calcul en 64 bits, donc par exemple pour faire une opération, pas une multiplication ou une addition, elle prend 20 picojoules. Ces mêmes données, si on veut les transmettre à l'extérieur du circuit, donc cela consomme 16 nanojoules, donc 3 ordres de grandeur uniquement pour transmettre les données calculées. Et l'ordre de grandeur de 20 picojoules, c'est quelques millimètres de bus à l'intérieur du circuit. Donc on voit donc que le transfert des données est extrêmement critique pour la consommation système. Alors donc ça c'est la clé de tous les systèmes matériels depuis quelques années. Donc les PC deviennent multicœurs, on essaie de diminuer la consommation, etc. Mais dans l'embarqué, c'était une contrainte depuis très longtemps. Donc ça c'est un circuit qui date des années 2000. Donc justement pour la télé haute définition. Juste un petit ordre de grandeur, maintenant votre télé fait de l'ordre de 1 téraopération par seconde, donc en chiffres plus que votre PC. Mais bien sûr, ce n'est pas des opérations general purpose comme sur le PC. Mais la télé est un calculateur très très puissant maintenant actuellement. Et en fait, dans ce circuit, donc il y avait plusieurs unités, et en fait, chaque unité fonctionne à la fréquence minimale pour effectuer sa tâche, justement pour diminuer la consommation. Donc, juste pour vous donner un peu un ordre de grandeur, donc il y avait 60 accélérateurs, donc coprocesseurs, 250 mémoires, donc justement pour éviter d'aller vers les mémoires loin, donc mettre les mémoires proches du circuit. Et je l'ai pris en exemple parce qu'il a gagné un prix, parce que c'est l'un des circuits avec 100 domaines d'horloge. Donc c'était assez caractéristique. Donc là, je ne vais pas entrer en détail, mais juste pour vous rappeler que la puissance dissipée est bien sûr proportionnelle au nombre d'unités, donc de transistors, donc à la capacité, donc ça qui est propre à la technologie, mais au carré de la tension
et à la fréquence. Donc on voit bien qu'effectivement, si on ne peut plus diminuer trop la tension due aux limites technologiques, si on augmente n, il faut diminuer f, enfin mettre le f pour être le plus efficace possible. Voilà. Et donc, quand on a 100 domaines d'horloge, il y a exactement ce que Gérard vient de parler, tout le problème de la synchronisation entre les différents types d'horloges, donc soit synchrone, mésochrones, périodiques, etc. Et donc là, il y a un très beau papier donc, que je vous recommande de lire. Je pense que Gérard vous en a déjà parlé sur comment faire les synchroniseurs. Alors, donc ça, c'était la partie matérielle, mais maintenant, donc, ce coprocesseur, il faut être capable de le programmer. Donc, à l'époque, c'était assez archaïque. Donc, on définit l'application donc, en C, on fait un partitionnement, donc une découpe de tâches en suivant du data flow, donc des réseaux de cannes. Et la synchronisation, on s'était fait un peu à la main, avec des schedulers assez primitifs. Donc à cette époque-là, on a dit, bon, il faut, tout ça, c'est pas très productif et c'est source d'erreurs, donc il faut développer un nouvel environnement de programmation. Et donc on a demandé à nos collègues de l'INRIA, donc d'abord Paul Feutrier, Christine Eisenbess, et puis après Albert Cohen, de travailler avec nous pour définir un modèle qui soit adapté à ce type de circuit. Donc déjà à l'époque, on utilisait le modèle de Kahn, que j'expliquerai un peu tout à l'heure, pour programmer ces systèmes parallèles, mais en fait il avait un certain nombre de limitations. Et un autre point donc, essentiel, c'est assurer en fait le déterminisme. Donc pour nous, c'était si on envoie les mêmes données, on doit avoir le même résultat, même si les ordonnancements sont différents. Voilà. Alors, on a développé quelques langages pour programmer donc, ce système. Alors là, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, ça, c'est un filtre qui permet de remettre à l'échelle les images. Mais juste les informations, c'est que dans ce langage de programmation, donc, le temps et les fréquences étaient explicites. Donc là, vous voyez, donc, on a une horloge explicitement mise à 30 Hz. Là, on avait une autre horloge qui était en fait faite sur 1080 périodes de cette fréquence-là, et on était capable de mettre des intervalles pour fonctionner. Donc effectivement, dans ce langage-là, le temps était explicite. Donc voilà la puce avec donc ici c'est le coprocesseur vidéo à l'intérieur et donc les lignes mémoire. Et juste pour voir à peu près le schéma, c'est assez proche du modèle de Kahn. Les unités fonctionnelles communiquent à travers des FIFO qui sont rebouclés vers d'autres unités fonctionnelles, etc. Donc c'est vraiment une réalisation matérielle du modèle de Kahn. Alors, pour vous rappeler un peu ce que c'est que le modèle de Kahn, c'est le modèle opérationnel, puisque le papier de Kahn était plutôt dénotationnel, donc de 1974. Donc c'est un graphe orienté où chaque nœud représente un processus, donc un calcul, et chaque arc représente une FIFO infinie. Donc une FIFO, c'est une mémoire où la première donnée envoyée est la première donnée lue. Donc vous pouvez le voir comme un tuyau où vous mettez des bourres de coton dedans, donc la première entrée, c'est la première qui va sortir de l'autre côté. Donc c'est un mode de programmation activé par les données. Donc un nœud ne peut être exécuté que quand il a des données sur lesquelles il peut travailler. Donc, si un nœud n'a pas de données, donc si la FIFO est vide, il est en attente. Par contre, ce modèle considère que les FIFO sont infinis, donc un processus peut toujours écrire dans une FIFO. Alors là, vous voyez bien donc le problème, c'est FIFO infini. Quand on parle du matériel, l'infini, on a du mal à le réaliser en pratique. Bon, et d'autre part, ce modèle ne donne aucune garantie sur le temps d'exécution des fonctionnalités. Donc c'était un modèle qui était intéressant, que l'on utilisait donc, pour programmer donc, nos systèmes, mais qui avait en fait des limitations. De l'autre côté, donc, il y avait l'approche synchrone, donc, où l'exécution se fait en temps nul, la communication se fait sans tampon et avec de bonnes propriétés statiques, donc sans deadlock, des temps et des ressources bornées, etc. Donc ça, Gérard vous en a parlé avec Lustre et Esterel. Donc en fait, voilà, ce qu'on a voulu faire, c'est mélanger les deux, donc prendre le meilleur des deux mondes. Donc c'est ce qu'on a mis au point sur le modèle qu'on a appelé n-synchrone. Donc une application n-synchrone, c'est
un graphe de processus synchrone, voilà, connecté à travers des tampons. Je vous expliquerai un peu après ce qu'on appelle tampons. Ce n'est pas forcément des FIFO. Chaque processus s'exécute à son rythme. Il a sa propre horloge. Donc vous voyez que l'horloge de celui-là n'est pas la même que celui-là. Et contrairement au réseau de Kahn, globalement, le graphe a un comportement synchrone. Donc qu'est-ce que ça nous offre donc, par rapport à Kahn? Une exécution déterministe, une absence de deadlock, et le respect des contraintes de ressources. Donc surtout, l'intérêt du modèle, c'est qu'on est capable de déterminer les tailles mémoire et les tailles des tampons. Et inversement, en fonction des contraintes de taille de tampon, on est capable de déterminer quand activer en fait, les processus. Et donc à avoir des garanties donc, sur des temps de latence et de débit, ce qui est intéressant pour nos applications donc de traitement d'image, mais on verra avec Albert qu'il y a d'autres applications. Donc, juste pour vous rappeler, le n synchrone, n, pour nous, ça symbolise la taille des tampons, donc très grossièrement, si n est l'infini, donc un tampon de taille infinie, ça se ramène un peu au modèle de Kahn. Si la taille du tampon est 0, ça se ramène au modèle synchrone. Et effectivement, donc, on peut jouer grâce au modèle sur la taille de n et déterminer soit les horloges, si n est fixé, soit la taille des tampons, si on connaît les activations. Alors, donc, il y a un certain nombre de papiers, donc, vous voyez, donc, qui datent depuis 2003. Donc, je vous engage à les parcourir. Et le travail continue toujours. Et Albert va vous parler donc, tout à l'heure en fait, des dernières recherches sur ce modèle. Mais avant, je veux vous montrer un peu une implémentation pratique, donc logicielle, de ce modèle EN synchrone. Donc ça, c'est une implémentation qui a été utilisée donc, dans un modèle de programmation qu'on a appelé Erbium. Bon. Donc le modèle se base sur chaque processus écrit dans un record. Donc un record, vous pouvez le voir en fait comme une ligne infinie, une structure auquel plusieurs producteurs peuvent écrire et plusieurs consommateurs peuvent lire. Contrairement, je dirais, au modèle de Kahn et au modèle synchrone, les données sont nommées. Et en fait, le nom, c'est le timestamp. Dans un cas particulier, si on prend ces timestamps qui sont entiers, donc qui s'incrémentent de 1 en 1, bon, on l'appelle index. Donc globalement, la donnée A est avec l'index 1, la B avec l'index 2, etc. Et donc dans ce record, donc dans cette structure de données infinie, on définit une vue. Alors une vue, c'est quoi? C'est une fenêtre glissante d'une certaine taille qui permet soit au producteur, soit au consommateur de voir un certain nombre d'éléments. Donc par exemple ici, on a donc, par exemple, un programmeur, un producteur qui a une vue d'un horizon 3, donc qui voit 3 éléments. Un autre consommateur peut avoir une vue un peu plus grande. Et toujours l'avantage du modèle, c'est toujours être capable de déterminer, je dirais, les activations du process, donc quand est-ce qu'il doit lire les données en fonction des timestamps, ou réciproquement pour un producteur, donc par exemple mettre les timestamps au moment de la production. Donc le modèle est dual, donc c'est ce qu'on voulait, être capable en fait de jouer soit sur le temps, donc être capable de définir quels sont les bons timestamps, ou sur quand est-ce que les données doivent être produites ou consommées. Donc là, il y a une librairie donc avec des fonctions qui s'appellent commit et update. Là, je vais vous faire un petit dessin animé pour vous faire comprendre à peu près comment ça marche. Donc ça, c'est le record infini avec le producteur en haut et le consommateur en bas. Donc qu'est-ce qui se passe? Au début, on initialise donc, ces pointeurs, commit et update, à une valeur initiale. Donc là, le producteur écrit un certain nombre de données. Pour le moment, les données sont écrites, il peut les changer, donc il est libre de faire ce qu'il veut avec ces données. Donc ça peut servir, donc, par exemple, quand on veut faire des calculs spéculatifs. Donc un consommateur peut lire ces données, mais il n'est pas sûr qu'elles vont rester. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est qu'un consommateur va dire à un moment, voilà, moi je veux 6 données. Donc il va dire un update avec 6 données. Quand le producteur est sûr de ces données, il va dire, voilà, je commit les données,
Donc, par exemple, ici, jusqu'à 8 données. Donc, à ce moment-là, donc, le consommateur est capable de lire donc, les 6 données. Il est sûr que les données seront bonnes et ne vont pas changer. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, le phénomène se poursuit. Donc, le consommateur demande, moi, je veux encore d'autres données. Donc, effectivement, donc, à ce moment-là, il sera capable de dire les données restantes. Et un peu plus tard, le producteur va écrire les données et va les commiter, et ainsi de suite. Donc, on voit que là, on a une construction et un échange donc, entre le producteur et le consommateur. Et on voit en fait que dans cette zone, donc, le consommateur n'est pas forcé de lire les données dans l'ordre, il peut les lire dans le désordre. Donc ça vous rappelle un peu les contraintes de MPEG. Donc une donnée peut être une frame, donc une image complète MPEG, donc il peut les lire dans l'ordre auquel il en a besoin. Voilà, donc, et ça continue. Donc ça, c'est pour, je dirais, la production. Et en fait, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est infini. Alors, il y a un mécanisme similaire, qui est, en fait, à la fin, en fait, qui ferme le temps où les données sont disponibles par le producteur et le consommateur. En fait, le consommateur va dire, j'ai plus besoin des données à partir de ce moment-là, donc le producteur peut les libérer. Donc, c'est ce qui permet, en fait, d'avoir une taille fixe. Donc voilà une introduction très générale sur le N-synchrone, et Albert maintenant va vous parler plus de la parallélisation des programmes synchrones en utilisant en fait ce modèle. Bonjour à tous. Donc je remercie effectivement Marc pour cette introduction très générale, qui va me permettre de focaliser un petit peu sur deux questions un peu plus techniques, une question plus de langage de programmation et de compilation. Donc comment traduire en fait un programme N-synchrone en quelque chose qui va tourner efficacement sur une machine récente. Et puis une autre question qui est plus en pratique, comment on va faire justement sur le matériel très compliqué qu'a également esquissé Marc. Comment faire pour faire tourner des choses, des programmes parallèles en temps réel. Donc c'est une question qui n'est pas du tout résolue actuellement. Donc juste pour revenir sur l'exemple qu'avait déjà évoqué Marc tout à l'heure. Celui de l'incrustation, enfin c'est l'un des exemples qu'on a envie de programmer sur une télé haute définition, c'est celui de l'incrustation d'une image par exemple à faible définition dans une image à haute définition. C'est un peu notre Hello World du N-synchrone depuis toujours. Donc là, il s'agit essentiellement de faire du filtrage pour réduire la taille d'une image et d'intégrer les résultats avec un certain délai dans une image plus grande. Le gros problème, c'est que l'opération de filtrage prend du temps. Elle est très complexe, elle occupe beaucoup de ressources, et donc le moment où la grande image et la petite image vont se resynchroniser dépend en particulier de la date à laquelle les lignes de la petite image vont venir s'insérer, s'entrelacer dans les lignes de la grande image, et pareil, à l'intérieur d'une ligne, les pixels de la petite image vont venir s'insérer dans les pixels de la grande image. Donc c'est une question qui est un peu complexe à poser déjà de manière mathématique, à modéliser. Et une fois qu'on l'a modélisé, supposé qu'on l'ait fait, la question se pose de savoir comment, en pratique, exécuter ce code de manière correcte et efficace. En particulier, comment ordonnancer ces étapes de calcul de filtrage avec la présentation des différents des éléments de l'image. Ce tampon qui permet de retarder la sortie des pixels, de quelle taille il doit être pour que le code soit correct. Quel est le délai introduit en microsecondes, etc. Si on veut paralléliser le code, vous avez vu, on n'a pas le choix. Si on veut gagner des performances, si on veut faire tourner des codes complexes, on est obligé de paralléliser. Donc comment on va en pratique distribuer ce code sur des threads, sur des processeurs indépendants. Et enfin, qui dit parallélisme ne dit pas qu'il faut complètement oublier tout ce qu'on sait faire depuis toujours en informatique, on va dire en logiciel. Il faut toujours être capable de générer du code efficace pour tourner sur chaque processeur. Comment on va combiner les deux, donc garder les techniques de compilation qu'on appelle de traduction vers du code efficace. On parle en parallélisme de granularité, donc ça c'est peut-être quelque chose qui sera couvert dans des cours ultérieurs. Ça a sans doute été couvert dans des cours l'année dernière, il me semble également. Donc comment faire pour en gros couvrir la latence de communication entre des processeurs distants par des calculs suffisants. Donc ça c'est plein de questions qui se posent, qu'on a envie de traiter de manière automatique. C'est pas le designer, on va dire, qui connaît le traitement d'images, l'algorithmique des images qui va le faire. Et donc de manière générale, l'approche en fait qui est développée
dans le monde des systèmes embarqués critiques. Donc là, je salue en particulier Marc Pouzet, avec qui je travaille depuis un certain temps dans ce domaine. C'est lui qui m'a introduit à ce monde-là. L'idée générale, c'est ce qu'on appelle la correction par construction. Donc, je pense que c'est même plutôt Gérard qui a inventé le terme. Donc, qui est essentiellement de dire qu'on n'a pas envie, y compris dans le monde du parallélisme, c'est pas que réservé aux systèmes critiques, on n'a pas envie de réinventer la roue sans arrêt, de revérifier ce qu'on a fait, de dire je réécris le code dans un autre langage, je l'ai fait d'abord dans un modèle mathématique très propre, je le reprogramme en C ou en assembleur, et puis je vérifie après que ça marche. Ça c'est pas possible, ça passe pas à l'échelle, ça coûte trop cher, on fait trop de bugs quand on travaille comme ça. Donc on a envie de partir d'un modèle de haut niveau et d'utiliser une manière automatisée de descendre jusqu'à du code séquentiel et du code parallèle efficace et correct, en préservant la sémantique du code de haut niveau. En particulier, ça implique aussi de travailler sur les ressources de calcul, donc le nombre de processeurs disponibles, la mémoire disponible, etc. Donc ça fait partie des travaux qui ont été essentiellement ouverts par Léonard Gérard, qui a soutenu sa thèse récemment sous la direction de Marc Pouzet, qui a essayé justement de passer d'un langage n-synchrone à une exécution parallèle efficace, et qui sont toujours en cours dans la thèse d'Adrien Guatto, également co-encadré par Louis Mandel, que je salue également. Donc je prends juste quelques slides, quelques transparents justement de Léonard Gérard pour essayer d'expliquer sur un exemple plus simple que l'incrustation d'images l'idée, qu'est-ce que c'est de passer d'un programme n-synchrone, on va dire d'un programme synchrone avec tampon, à un programme parallèle efficace. Donc en quelques mots, c'est un exemple assez classique de la programmation synchrone qu'on appelle lent rapide, slow fast. Donc je passe sur la syntaxe du langage, qui est inspirée du langage Lustre. Je n'ai pas envie de passer du temps là-dessus, mais essentiellement, vous avez deux processus indépendants dans cet exemple pour l'instant. Un processus lent qui va, bon ici il calcule pi, donc il multiplie pi par un entier, on va supposer que ça prend du temps, et qu'il le fait toutes les secondes. Et un processus rapide qui, cette fois-ci, fait une sorte d'interpolation, ici très mauvaise, il calcule juste les entiers. Donc il fait comme si pi est égal à 3, mais il le fait 3 fois plus vite, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps de calculer faux. Et puis on va se dire, voilà, j'ai un signal ici booléen qui, une fois sur 3, va être vrai, et 2 fois sur 3 va être faux. Et je vais utiliser un opérateur que Gérard a déjà utilisé tout à l'heure dans les circuits, pour multiplexer, pour rejoindre les deux suites, la suite lente précise et la suite rapide incorrecte, et en disant qu'à chaque fois que ce signal qui vaut vrai une fois sur 3 est vrai, je vais prendre la version précise, et le reste du temps, je prends la version fausse, approchée. Donc ça nous donne ce schéma-là, ce chronogramme-ci. Une fois sur 3, on a la valeur précise, tout le temps, on a la valeur approchée, et puis le résultat Y, qui est le résultat de ce merge, va être de temps en temps précis, de temps en temps imprécis. Bon, donc c'est essentiellement ce qu'on voudrait faire à partir de là, c'est un tout petit peu plus que ça. On voudrait se dire, je vais passer là-dessus, on voudrait dire, je voudrais de temps en temps utiliser la valeur précise, et puis, tant qu'à faire, quand je suis précis, autant recalibrer la version lente, plutôt que de les laisser diverger. Puisque autant pi et 3, c'est pas très loin, n fois pi et n fois 3, ça s'éloigne asymptotiquement. Donc tant qu'à faire, une fois sur 3, je vais prendre la valeur précise que j'avais calculée, et je vais m'en servir pour réinitialiser, pour relancer l'approximation sur une valeur correcte. Donc qu'est-ce que ça change dans le programme du dessus? Ça change un tout petit peu. Au lieu d'avoir YF ici à droite, au lieu de reboucler sur soi-même pour calculer rapidement, on va reboucler à partir de la sortie, évidemment, du merge. On aurait pu reboucler à partir de YS également. Donc on ne change presque pas le programme, mais on crée un cycle de dépendance un petit peu plus complexe qui va permettre de calculer juste, à peu de choses près, tout le temps, pas seulement au début. Donc, autant que possible, on utilise la valeur précise, et puis on essaie de ne pas trop se faire dépasser par l'approximation le reste du temps. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, c'est un schéma idéal. On a une exécution qui est à plusieurs horloges, on a quelqu'un qui travaille vite, quelqu'un qui travaille lentement. Le processus qui travaille lentement, on va dire qu'il prend beaucoup de temps, donc il fait beaucoup de calculs. Évidemment, mon exemple est artificiel, mais vous imaginez que le processus slow, il prend réellement du temps. Et donc, on a forcément envie, c'est exactement cette question de granularité dont je vous parlais, on a envie de faire tourner en parallèle slow avec plusieurs réactions, plusieurs instants du processus d'approximation. Donc, l'idée, ça serait, tous les tiers de seconde, on a envie de sortir une valeur. Ça ne nous demande pas tellement d'efforts pour le faire, donc on utilise fast. Et puis, toutes les secondes, on est capable d'avoir de nouveau la bonne valeur qui a fait travailler un autre processus en parallèle, donc slow, sur un autre processeur disponible pour ça. Donc si vous avez une machine avec 2 processeurs, vous pouvez exécuter en parallèle le calcul exact, le calcul approché, et puis sans surcoût, sans délai, on va dire, additionnel au niveau du temps d'exécution, vous allez avoir le meilleur des mondes en termes de précision et de
de fréquence de sortie des résultats. Bon, le problème, c'est que si vous utilisez une technologie standard de programmation synchrone et des outils de compilation, par exemple, de langage synchrone, en fait, vous obtenez ça, et c'est totalement naturel. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est de dire que j'attends finalement la fin de l'étape lente pour sortir le résultat rapide. Même si je l'avais tout de suite, ici, ça a pris très peu de temps, en fait, je vais quand même attendre une seconde avant de le sortir. Alors pourquoi? C'est assez intuitif, je pense que vous pouvez l'imaginer. On vous a dit le synchrone, ça se calcule dans l'instant, toutes les réactions ont lieu dans l'instant, et on ne va surtout pas commencer à mélanger les données à travers plusieurs instants. On peut mettre des buffers, des tampons pour les faire sortir un peu plus tard, mais on ne mélange pas les opérations qui ont lieu dans des instants différents. Malheureusement, enfin on peut le faire, mais en tout cas pas quand on communique, hein, pas les processus qui vont travailler entre eux, ce qui est le cas ici. Donc de manière, on va dire, un peu plus précise, ce qui se passe, c'est que dans le programme précédent, je n'ai pas expliqué la syntaxe, mais il y avait ce mot-clé followed by, FBY. C'est un registre par rapport au circuit que présentait Gérard tout à l'heure. Et ce registre-là, il est cadencé sur une horloge. Lorsqu'il reçoit son horloge, il s'attend à ce que toutes ces entrées soient calculées, et on a envie de dire que le programme est correct, comme le circuit serait bien cadencé, si les données sont prêtes au moment du front d'horloge descendant ou montant, comme vous voulez. Donc, dans l'exemple précédent, le front d'horloge montant ou descendant, c'est celui-là. Hein, c'est celui qui dit j'ai fini de calculer slow, parce que toutes mes données, c'est soit slow, soit fast, je ne sais pas lequel c'est, je ne sais pas lequel je vais utiliser, ça dépend de l'instant, mais j'ai besoin des deux en général pour terminer mon front d'horloge. Donc là, on ne fait pas du circuit, il n'y a pas une horloge externe, on est en train d'attendre que les processus aient fini de travailler, et on attend le plus lent à chaque fois. Donc c'est naturel, c'est ce qu'on lui a dit de faire en fait au programme, et donc on l'exécute un petit peu naïvement, mais c'est ce qui se passe. La valeur qui a été mémorisée dans le registre, elle nous force à attendre. Donc c'est très simple, hein. L'avantage de ce modèle-là, c'est qu'on sait très bien le compiler efficacement, on sait aussi tracer ce qui se passe. Si vous faites par exemple de la certification, si vous voulez garantir que la spécification qui a été donnée a été bien respectée par l'implémentation de votre programme et que donc vous avez confiance, vous êtes prêt à embarquer dans l'avion qui est programmé comme ça, on aime bien avoir des techniques de compilation simples qu'on sait tracer. Donc c'est par exemple ce qui est utilisé dans le logiciel Skate 6 de contrôle embarqué. Par contre, dès qu'on veut paralléliser de manière un petit peu plus ambitieuse, on va dire, au-delà de l'instant synchrone, on est bloqué. Hein, on est limité à uniquement des opérations qui pourraient être parallèles dans le même instant synchrone. Donc il y a des travaux dans ce domaine-là. Historiquement, il y a notamment les travaux d'Alain Giraud, qui est un chercheur INRIA à Grenoble, qui avait essayé de travailler sur ça plutôt par des techniques d'optimisation de code, donc de transformation de programme. Et puis il y a ces travaux de Léonard Gérard dont je parle, qui utilisent une approche plus langage et plus dynamique, hein, plutôt essayer de faire communiquer des processus synchrones de manière asynchrone, en utilisant un concept de langage de programmation qui s'appelle les futures. Donc je n'ai pas beaucoup de temps, je vais juste vous donner l'intuition de ce que c'est, et ça va rejoindre en fait ce que racontait Marc Duranton à l'instant sur ce modèle de communication par FIFO. Donc qu'est-ce que c'est que des futures? Je vais commencer par, juste sur l'exemple, vous donner l'intuition. L'idée, c'est essentiellement de couper cette dépendance ici qui est artificielle, de dire j'ai pas envie d'attendre slow, j'ai envie de dire que dès que ma valeur de fast est disponible, je veux pouvoir continuer. Et donc au lieu d'attendre slow, je vais promettre que cette valeur arrive un jour. Je vais dire, n'attends pas, le jour où on aura vraiment besoin, c'est-à-dire en fait seulement ici, quand on aura besoin d'interpoler 3 cycles plus tard, tu pourras savoir où la trouver cette valeur. En attendant, je te promets, il y a quelqu'un qui travaille dessus. On fait une future, on promet en fait qu'un processus quelque part dans le système est en train de calculer une valeur. Et donc, c'est ça qu'on va obtenir. Qu'est-ce qui se passe réellement? Au lieu de directement attendre la valeur de slow, on va dès le départ du calcul dire, je crée une référence, je crée une boîte qu'on appelle une future, dans laquelle le résultat de l'évaluation de cette fonction-là, de ce processus-là, sera rangé. Donc, lorsque Slow aura fini de travailler, on lui a créé une petite boîte pour mettre son résultat, c'est ce qu'on appelle une future. Et effectivement, à la fin du travail, cette boîte pourra être ouverte par le processus, par l'activation, la quatrième activation du processus merge ici, qui va aller chercher la bonne valeur produite par Slow. L'avantage de ça, c'est que produire cette boîte, ça ne prend pas de temps. On peut le faire immédiatement, et donc en particulier, on n'a plus besoin maintenant d'attendre longtemps slow, on attend simplement le fast qui prend exactement le tiers de seconde qu'on avait prévu de prendre. Donc on retrouve l'exécution idéale en séparant l'annonce d'une valeur à venir et le calcul effectif de cette valeur qui sera ensuite propagé dans les processus qui en ont besoin. Donc intuitivement, ce n'est pas trop compliqué, hein. C'est une sorte de proxy, c'est une sorte d'intermédiaire pour calculer. Donc je passe sur la syntaxe, il y a différentes manières de faire ça. L'idée, c'est que ce n'est pas très difficile de modifier le langage de programmation pour le faire. Alors on peut se poser la question un peu plus généralement, qu'est-ce que c'est qu'une future? Je n'ai pas cherché à le traduire en français d'ailleurs, c'est un mot français sans doute à l'origine. Une future, donc c'est une référence, voilà, c'est une boîte, informatiquement parlant.
qui peut contenir le résultat de l'évaluation d'un terme clos. Donc ce n'est pas juste une fonction, c'est une fonction qui est appelée dans son environnement sur ses arguments. Elle est prête à être exécutée, à être évaluée quand vous voulez. Donc c'est une sorte de promesse. Et c'est quelque chose qui est assez ancien, ça a été introduit dans l'un des premiers langages parallèles fonctionnels qui s'appelle Multilisp, et qui est maintenant présent dans à peu près tous les langages de programmation qu'on pourrait appeler gros, hein, c'est-à-dire riches, avec beaucoup de paradigmes mélangés dedans, en particulier Java et C++. Et très souvent, d'ailleurs, vous verrez que si vous cherchez un peu dans ce domaine-là, vous verrez que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment intégré au langage, c'est souvent une simple bibliothèque, c'est une construction qui est intégrée pour des usages communs, on va dire, mais pas très propre dans le langage lui-même. Donc ce qui est intéressant dans le langage qui nous intéressait ici, par exemple dans le langage Skate6 qui serait utilisé pour programmer des systèmes critiques industriels, c'est que c'est extrêmement simple d'intégrer des futurs sans pratiquement toucher au concept du langage. Essentiellement, on rajoute un type qu'on appelle abstrait, c'est-à-dire opaque, qui va se surimposer au type des valeurs qu'on cherche réellement à calculer. C'est normal, on cherche juste à donner un type aux boîtes qui vont contenir ces valeurs, et on fait attention à ce qu'on ne mélange pas les boîtes et ce qu'il y a dedans. On fait une discrimination entre le contenant et le contenu. Et ensuite, il faut faire attention avec des mots-clés ad hoc à indiquer quand est-ce qu'on veut désynchroniser l'exécution, donc quand est-ce qu'on veut que l'exécution produise une valeur future, promise, et quand est-ce qu'on veut exiger le résultat immédiatement. Par exemple, au quatrième tick tout à l'heure, on avait vraiment besoin d'ouvrir la boîte pour chercher la valeur précise. Ça, c'est une opération bloquante, de la même manière que dans un réseau de CAN, lire dans une FIFO, c'est une opération bloquante. Donc, cette opération-là nécessite un opérateur dans le langage, mais c'est très simple. Donc, je passe sur la manière de compiler, juste pour vous dire que si vous savez compiler un langage synchrone de manière séquentielle, vous savez compiler un langage synchrone avec Futures. Simplement, on repose sur quelques opérateurs un peu magiques ici. Ici, c'est du pseudo-Java, si vous savez programmer dans le langage Java. Il y a une sorte de constructeur là d'un objet qui s'appelle future, on ne sait pas trop ce que c'est, et il y a une fonction magique ici qui fait get, qui fait bang, qui exige la valeur en ouvrant la boîte, d'accord, et qui bloque si la valeur n'y est pas. Donc ces choses-là, c'est un peu magique, il faudrait quand même savoir un jour les implémenter, les réaliser en pratique. Et donc c'est là-dessus que je vais terminer mon exposé, c'est essayer de comprendre comment en pratique ces idées qui viennent au départ des langages synchrones, qui ont été relâchés un petit peu pour faire des langages synchrones avec tampon, avec buffer, c'est les langages n-synchrones, permettent de passer à une description explicite du parallélisme, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais on voudrait aller jusqu'en bas, on voudrait exécuter ce code parallèle de manière efficace, si possible en temps réel. Donc Marc tout à l'heure a proposé une première approche qui est ce modèle de FIFO en fait, généralisé qu'on appelle Erbium, avec multiproducteur, multiconsommateur. Il y en a en fait des tas, on peut faire ça, on peut en proposer d'autres. Mais la question plus fondamentale qui se pose, ce n'est pas tellement comment on fait, c'est comment on a confiance dans ce qu'on fait. Hein, très souvent en informatique, c'est assez facile de bricoler quelque chose, mais après ça, il faut savoir ce que ça fait vraiment, ou très souvent, ça ne fait pas ce qu'on veut. À peu près, sûrement, ça ne fait pas ce qu'on veut si on n'a pas réfléchi à ce que ça veut faire. En particulier dans le monde du parallélisme, je ne sais pas si vous avez déjà un petit peu étudié ce qui se passe dans le monde de l'exécution sur des multiprocesseurs, mais on parle de ce qu'on appelle de course critique, par exemple. Donc l'idée, c'est qu'il y a plusieurs processeurs qui essayent d'écrire en mémoire au même endroit, au même moment. On ne sait pas qui c'est qui gagne, on ne sait pas quelle valeur va être observée. Donc ça crée évidemment des problèmes de non-déterminisme. Dans le monde de l'architecture des ordinateurs, notamment, il y a ce néologisme qui s'appelle le Heisenbug, qui est dérivé de Heisenberg, le principe de la certitude en mécanique quantique et des bugs. Donc l'idée, c'est que quand on cherche à observer le bug, il disparaît. Ce qui est extrêmement fréquent, en fait. Très souvent, les bugs sont liés justement à des courses critiques qui nécessitent un timing très très particulier pour être observables. Et donc, dès que vous cherchez à influencer un petit peu, enfin non, vous ne cherchez pas à influencer, vous cherchez à observer ce qui se passe, indirectement vous influencez le système, donc le bug disparaît. Donc ça, c'est des choses qui sont très très embêtantes. Il est hors de question de faire ça si vous avez envie de programmer un système critique qu'on a envie de certifier et faire voler des gens dans le système embarqué correspondant. Donc il faut absolument trouver une manière de faire du parallélisme efficace et aussi correct. Donc ça, c'est un petit peu le projet de recherche sur lequel je voudrais ouvrir la fin de la présentation. Voilà une manière, par exemple, de programmer, on va dire, aujourd'hui, dans des systèmes d'exploitation, par exemple, si vous programmez le système Linux et que vous voulez faire des verrous, en fait, essentiellement garantir que des opérations n'ont pas lieu en même temps, ben vous programmez des choses horribles comme ça. Donc si vous croyez savoir programmer dans le langage C, par exemple, ben là, vous ne reconnaissez pas grand-chose, en fait. Hein. C'est des macros, en fait, c'est des choses horribles. Il se trouve que c'est plus la bonne manière de faire, ça c'était la manière ancienne de faire, de cacher sous le tapis des choses qui n'étaient pas très portables. Il y a une manière portable qui a été faite qui est proposée dans la dernière version du langage C, et quel que soit le langage de programmation que vous utilisez pour faire de la concurrence, ça évolue dans une certaine direction, on va dire, de formaliser un peu mieux, même beaucoup mieux,
ces notions de parallélisme et de concurrence entre threads. Donc dans la dernière version du standard C fournit des méthodes propres pour faire des choses horribles comme ça, mais ça n'en reste pas moins illisible et incompréhensible. Ce n'est pas prévu pour être compréhensible, c'est prévu pour être précis, et ça l'est réellement, mais ce n'est pas comme ça que les programmeurs vont convaincre les autorités de certification que leur code fait ce qu'il est censé faire. C'est juste trop compliqué. Donc il faut qu'on arrive à trouver une manière de faire. Alors une manière de faire, c'est de prouver, c'est d'écrire des preuves très compliquées de ces codes-là. Donc ça peut se faire, on le fait aussi. Mais typiquement, on voudrait le faire le plus rarement possible, parce que aussi, il faut que quelqu'un vérifie ses preuves. Donc il y a des outils symboliques justement pour vérifier les preuves automatiquement, c'est un domaine intéressant. Mais ça reste des preuves qui sont hors de portée de la plupart des humains, y compris moi. Donc tout ça, c'est très compliqué. Le parallélisme, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir en pratique, surtout dans les systèmes embarqués. La seule chose à faire, c'est malheureusement, on ne peut pas l'éviter. Donc il faut trouver une solution pour arriver à utiliser ces mécanismes très complexes, prouver leur correction, sans que tout l'édifice de la correction logicielle sur laquelle on repose s'effondre. Donc je continue sur au début c'était les Shadows, cette fois-ci c'est Astérix. Je continue sur un petit peu le problème de recherche qui se pose ici. Je vous ai parlé de correction par construction. Donc on veut partir d'un modèle abstrait mathématique sur lequel on sait raisonner. Ça pourrait être par exemple un programme n-synchrone, et on veut le paralléliser, on veut en dériver une implémentation efficace. Donc l'idée c'est qu'on est coincé en fait entre cette question à la fois on veut que le code soit correct, on veut arriver à exposer ça à des développeurs qui ne sont pas des experts du parallélisme, on veut pouvoir certifier, on veut que ce soit efficace, et on veut que ça se fasse à un coût raisonnable. On n'a pas envie d'avoir des armées d'experts il y en a quelques dizaines sur la planète, qui vont vérifier le code en question. Et donc cette rencontre entre fiabilité et efficacité, à la fois l'efficacité de l'exécution et l'efficacité, on va dire, industrielle de la production du code, est quelque chose de très intéressant, qu'on ne sait pas trop faire actuellement dans le monde du parallélisme embarqué, on va dire. L'idée de pouvoir travailler par construction en descendant d'un modèle unique et de descendre jusqu'à l'exécution correcte et efficace reste le meilleur espoir qu'on a d'y arriver. Parce que si on y arrive top-down, comme ça, en descendant, il y a des chances que ça ne coûte pas trop cher. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Évidemment, il faut garantir que le modèle d'exécution sous-jacent, donc les structures de données concurrentes, les algorithmes qui vont permettre de calculer en parallèle sont corrects. Donc il faudra prouver 2 ou 3 choses compliquées, une fois, des briques de base, on va dire, et ensuite reposer là-dessus pour travailler. Donc je veux juste vous donner un petit exemple de travaux qui sont en cours actuellement dans ce domaine-là, et puis essayer de conclure sur un message général on va dire, d'espoir sur le fait qu'on puisse y arriver quand même un jour. Je reviens vers les futurs. Juste mon exemple une manière de programmer en parallèle dans les langages synchrones. Si on veut passer de cette idée un petit peu abstraite de futur à quelque chose d'efficace dans l'embarqué, une première question qui se pose, c'est comment distribuer le code de ces différents processus sur une machine parallèle donnée. Donc, par exemple, il y a une approche qui est classique, qui est, surtout dans les systèmes critiques, de distribuer explicitement les calculs sur des ressources disjointes. Donc, on va dire, cette partie-là de la loi de commande, elle va travailler sur ce processeur-là. Cette partie-là de la visualisation dans le cockpit de l'avion, elle va travailler sur ce processeur-là. Les différents capteurs vont être traités par d'autres processeurs, etc. Donc ça, c'est une manière explicite de distribuer le calcul. Donc en particulier, il y a des approches assez propres dans les langages de programmation de faire ça. Je vous renvoie sur les travaux de Gwenaël de Laval à Grenoble en particulier. Une autre approche qui est plus classique dans les systèmes embarqués qu'on appelle temps réel, basé sur des systèmes d'exploitation, c'est de dire de faire l'ordonnancement EDF, Earliest Deadline First, donc notamment dans le cas des systèmes périodiques. Si vous êtes capable de garantir que vous avez un certain nombre de tâches à exécuter, vous savez à l'avance lesquelles et qu'elles ont des rythmes d'activation constants, vous pouvez résoudre de manière optimale, avec des algorithmes de recherche opérationnelle qui sont bien connus, le taux le plus approprié, la date ou la priorité la plus appropriée pour exécuter chaque opération. Et il y a des systèmes d'exploitation qui sont dédiés à ce genre d'exécution. Donc c'est un petit peu dual de l'approche précédente. Et on va retrouver de plus en plus un intérêt dans l'industrie pour faire ça dans un contexte un peu plus général encore, où on va dire que non seulement on a plusieurs tâches qui se combinent et qui sont issues de parties différentes du programme ou de processus différentes, mais en plus, et c'est là que la question se corse un petit peu, certaines de ces tâches vont être certifiées à un très haut niveau de sûreté, donc fonctionnellement et en termes de comportement, en termes de temps réel, etc. Donc on va dépenser des centaines de milliers d'euros pour vérifier qu'une partie du code fait ce qu'elle est censée faire, et puis d'autres ne le sont pas parce que à l'heure actuelle, la motivation principale, c'est le coût, parce que ça coûte trop cher, c'est pas la peine de le faire. Donc imaginez, vous avez un réseau dans un Airbus qui sert à la fois à relier les capteurs sur les ailes et le cockpit, et puis aussi à faire passer
des messages des personnels navigants dans la cabine. Donc c'est pas très grave si le personnel navigant, on l'entend pas, de toute façon souvent on l'entend pas, mais on n'a pas envie que si jamais il y a des problèmes de la radio ou que l'hôtesse n'appuie pas sur le bon bouton, ça arrête le fonctionnement de la partie critique de l'avion. Donc c'est ce genre de problèmes qui interviennent, et c'est critique bien sûr si on peut réduire en termes de coût le nombre de fils dans l'avion, on est content, il coûte moins cher, il pèse moins lourd, c'est plus facile à vérifier, etc. Et Gérard en connaît beaucoup plus que moi sur le sujet. Donc c'est un sujet qui est intéressant actuellement, qui active beaucoup de travaux dans l'industrie, notamment une start-up française qui s'appelle Chronosafe, des travaux aussi à Télécom Paris-Tech. En fait, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tellement ce sujet-là en particulier, c'est de reposer sur ces travaux pour nos objectifs à nous, qui sont de faire du calcul parallèle. Et donc je vais conclure là-dessus. Juste sur un exemple et puis sur une ouverture. C'est un travail qu'on est en train de faire avec Alstom Transport, dans le cadre de ce qu'on appelle un institut de recherche technologique qui s'appelle SystemX. Je ne vous expliquerai pas ici ce que c'est qu'un institut de recherche technologique. Il me semble que ça fait partie des machins X qui ont été créés il y a quelques temps. Et donc c'est sympa, en tout cas c'est une manière de travailler nouvelle pour des chercheurs comme moi qui aiment bien travailler avec des problèmes industriels et avec des ingénieurs qui cherchent à faire des systèmes, où en l'occurrence on est dans les mêmes bureaux que les industriels en question, que les ingénieurs en question, à étudier leurs problèmes, leurs codes, et à avoir accès alors justement à leurs connaissances également. Et donc là, il s'agit de faire des métros automatiques ou des RER automatiques en combinant des systèmes calculatoires qui peuvent être faire de l'affichage vidéo dans le train ou des choses plus intéressantes en pratique comme prédire la position du train dans quelques secondes, ce qui permettront d'optimiser un petit peu sa trajectoire par exemple, ou son freinage. Avec des tâches qui sont plus critiques et temps réel, comme par exemple garantir que les portes sont fermées lorsque le train part dans une gare, des choses comme ça. Et donc ce genre de traitement qui mélange à la fois des aspects critiques pas forcément très complexes en termes de calcul, et des aspects plus calculatoires, mais dont on n'a pas vraiment besoin de garantir toujours les contraintes de temps réel, sont exactement dans le domaine de ce que je montrais précédemment, et sont des très bons candidats pour une programmation asynchrone, donc pour mettre des processus en parallèle qui n'ont pas forcément le même rythme, qui vont communiquer par des délais, qui vont se désynchroniser, qui vont se paralléliser via des futures, etc. Donc c'est un très bon cas d'étude. Je ne rentre pas dans le détail, hein, mais c'est pour vous donner l'intuition de pourquoi c'est intéressant. Et ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est qu'en fait, on peut partir d'un modèle de mathématiques qui reste déterministe, qui sert à programmer ce système complet, donc le train tout entier, avec tous ces systèmes embarqués, et également la partie physique, hein, même les capteurs, par exemple, de position du train et autres, d'utiliser ces réseaux de cannes n-synchrones comme base de ce modèle mathématique, et de continuer à travailler en correct par construction, c'est-à-dire de partir de ce modèle et avec une méthode de compilation, d'aller générer uniquement du code correct qui respecte ce qui a été fait au niveau de la spécification, et en même temps de rejeter des programmes qui ne seraient pas justement conformes. Donc si vous par exemple, vous programmez des réseaux qui ont besoin de buffers infinis pour travailler, de tampons infinis pour travailler, vous espérez que le compilateur va vous signaler ça et vous dira votre programme fait n'importe quoi, ça vaut mieux que ça soit dans le labo de l'ingénieur plutôt que dans le train avec 300 personnes dans la rame. Et donc ensuite, évidemment, comme je vous ai déjà dit, tout ça, ça fonctionne dès lors qu'on a un environnement d'exécution prouvé parallèle par-dessous. Donc il reste quand même malgré tout dans cette approche un petit peu idéale, on va se dire, tout ce qu'on a toujours fait dans l'embarqué synchrone, on va continuer à le faire, mais avec du parallélisme, grâce à une approche de désynchronisation, à une approche de parallélisation avec un environnement d'exécution prouvé. Ça fait quand même une hypothèse majeure qui est actuellement le point, pour moi, bloquant pour l'introduction concrète de ces systèmes parallèles dans l'embarqué. C'est ce qu'on appelle la prévisibilité du temps d'exécution. Donc, Gérard en a parlé avec notamment ce projet de Berkeley, PTIDES, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, PTIDES. Donc c'est l'une des questions qui est très très difficile à résoudre actuellement parce que essentiellement les processeurs du commerce, on va dire, n'en ont absolument que faire. Ce n'est pas une question importante pour les gens qui fabriquent des processeurs qui sont vendus en masse dans vos téléphones par exemple. La question de ces gens-là, c'est optimiser pour ce qu'on appelle le common case en anglais, donc pour le cas le plus fréquent. On s'en fiche d'optimiser pour le cas au pire. Ce n'est pas important, ce n'est pas ça qui fait vendre un téléphone. Par contre, effectivement, ce qui ferait vendre un train, c'est de garantir que le calcul a lieu dans un certain temps. Et aucun des processeurs actuels n'est conçu pour ça. Alors, c'était
un peu embêtant récemment. Ça a d'ailleurs créé beaucoup de travaux intéressants dans le monde du calcul du temps d'exécution au pire cas, le worst case execution time. C'est juste devenu impossible avec les processeurs parallèles. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est lié à la cohérence de cache. On ne peut plus actuellement, si vous avez un processeur ARM ou Pentium ou quoi que ce soit, Core 2 dans votre PC, vous ne pouvez pas donner une borne finie à l'exécution d'un programme parallèle. Donc ça, c'est carrément... on n'existe plus. On ne parle plus d'embarquer parallèle si on est dans ce cas-là. Donc c'est un problème difficile. Et alors, j'ai quand même une approche pour essayer de jouer avec ce problème difficile, voire infaisable. C'est de dire, comme je l'ai fait observer sur cet exemple de métro automatisé, en fait, les systèmes embarqués qui ont besoin de parallélisme, ils sont souvent composites. Ils n'ont pas une seule opération, un seul processus qui doit être certifié et s'exécuter vite et tout à la fois. En pratique, ils sont formés de plein de composants temps réel qui sont sous-optimaux, qui ne sont pas forcément très compliqués en termes d'optimisation, en termes calculatoires. Ça peut être par exemple de vérifier juste que les portes sont fermées. Ça peut être de vérifier que quand on a appuyé sur le bouton, les freins sont réellement en train de freiner. Ou quand vous relâchez la pédale de l'accélérateur, il y a moins d'essence qui rentre dans l'injecteur, etc. Donc c'est des choses qui ne nécessitent pas un processeur parallèle pour le traiter. Et par contre, si vous voulez, par exemple, dans une voiture, respecter les normes anti-pollution et produire moins d'oxyde d'azote, moins de particules, consommer moins, etc., là, idéalement, vous aimeriez bien avoir un supercalculateur avec des milliers de processeurs qui tournent dans votre capot. Bon, évidemment, ce n'est pas possible, mais c'est quand même vers ça qu'on va. On aimerait bien avoir des processeurs spécialisés pour le calcul numérique, par exemple, embarqués dans le contrôleur numérique de votre moteur de voiture, de manière à gagner quelques pourcents supplémentaires, par exemple, sur la consommation d'essence. Et donc, comment faire pour mélanger les deux ? Il est évident que ces composants calculatoires ils vont tourner sur des circuits qui ne sont pas prévisibles en temps d'exécution, parce qu'on ne sait pas faire, ou même si on savait faire, on ne les trouve pas dans le commerce. Et donc, il faut essayer de concevoir un flow de conception qui mélange les deux. Et la chance qu'on a, c'est qu'en fait, c'est possible. C'est-à-dire que si on relâche un petit peu la certification, si on dit la partie temps réel, je vais la certifier fonctionnellement et en temps réel, la partie qui est purement calculatoire, je vais la certifier uniquement fonctionnellement. Donc ça, on sait faire. Il suffit de programmer avec des langages synchrones, par exemple. Si on sait compiler un langage synchrone et que ce programme synchrone est capable de calculer vite, tant mieux. On peut espérer que les techniques qui marchent actuellement vont pouvoir être utilisées pour avoir du code sûr et efficace. On perd le temps réel. Donc comment on fait pour regagner le temps réel ? Alors il y a une approche qui est de dire je réinvente toute l'industrie des semi-conducteurs et je fais des puces temps réel rapides. Moi, j'y crois pas, mais on peut toujours y réfléchir. Et on peut dire simplement, je me repose sur cet état de fait, qui est que les systèmes embarqués calculatoires, ils ne sont pas que calculatoires et ils ne sont pas que critiques, ils sont un petit peu les deux à la fois. Et donc, par exemple, en combinant avec des voteurs le résultat, repensez à cet exemple lent rapide de tout à l'heure. Donc, si vous avez une méthode rapide pour calculer faux, mais pas trop faux, et une méthode lente pour calculer juste, et cette méthode lente, elle vous dit, là je suis sûr, je vais rattraper tous les cas d'erreur possibles, dangereux, les accidents qui pourraient arriver, et je vais pouvoir combiner les deux pour avoir un système qui est efficace, optimal, et en même temps sûr. C'est assez intuitif. Alors ça ne s'applique pas forcément à tous les cas, tous les scénarios réels, mais simplement en choisissant le meilleur résultat qui est disponible à temps, on est souvent capable, en pratique, donc c'est le cas de cet exemple du ferroviaire, à garantir une exécution sûre et faire tourner des calculs parallèles dans le même temps. Donc je conclurai là-dessus, et si vous avez des questions sur les deux parties de l'exposé, on peut y répondre maintenant. Je vous remercie.